Pourquoi notre monde est-il si inégal? Pourquoi la richesse, le pouvoir sont répartis de manière si disparate sur la planète? C'est sans doute l'une des questions les plus fondamentales de l'histoire. Aujourd'hui, on va décortiquer l'argument central de l'œuvre monumentale de Jared Diamond pour essayer d'y voir plus clair. Alors figurez-vous que tout commence par une question. Une question simple en apparence, mais d'une profondeur incroyable, posée par un homme de Nouvelle-Guinée nommé Yali. C'est elle qui a tout déclenché. Quand il parle de cargo, il fait référence à tous ces biens matériels, à la technologie. Mais Yali ne demandait pas juste des objets, non. Il voulait comprendre l'origine même de cette différence, la source de cette inégalité. Et la question de Yali, eh bien, elle nous ouvre la porte à une énigme beaucoup plus vaste. Ça ne concerne pas seulement la Nouvelle-Guinée et les Européens. Non, c'est le grand mystère de l'humanité. Pourquoi certaines sociétés ont développé l'écriture, le métal, des états complexes, alors que d'autres sont restées des sociétés de chasseurs-cueilleurs pendant des millénaires? Avant de pouvoir construire la bonne réponse, il faut d'abord démolir les mauvaises. Et Diamond commence par s'attaquer à une idée qui a la vie dure et qui est, disons-le, franchement dangereuse. L'explication la plus répandue et la plus pernicieuse, ça a longtemps été celle de la supériorité raciale. L'idée, en gros, que les différences technologiques et de pouvoir venaient tout simplement de différences d'intelligence innées entre les peuples. Diamond, lui, met face à face deux visions du monde radicalement opposées. D'un côté, une théorie basée sur la biologie, qui n'a d'ailleurs jamais été prouvée scientifiquement. De l'autre, sa thèse, qui est entièrement basée sur l'environnement. L'idée centrale, c'est que ce n'est pas ce que les gens sont qui compte, mais où ils se trouvent. Tout est une question d'opportunité, pas de capacité innée. Et pour déconstruire l'argument racial, il y va point par point. D'abord, il observe une chose simple. N'importe quel groupe humain, quand on lui en donne l'occasion, peut maîtriser des technologies complexes. Ensuite, il rappelle que les tests de QI sont complètement biaisés culturellement. Et puis, il y a cet argument contre-intuitif. Il suggère que la survie au quotidien dans un environnement comme la Nouvelle-Guinée exigeait sans doute plus d'intelligence et d'ingéniosité que dans les sociétés agricoles d'Eurasie, où le facteur de sélection le plus important, c'était la résistance aux microbes. Bon, alors si la biologie n'explique rien, d'où viennent ces différences? Où se trouve le vrai point de départ de ces trajectoires divergentes? La réponse, elle se trouve dans la plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité. Allez, on remonte le temps, loin, très loin en arrière. On est environ en 11 000 avant notre ère, juste à la fin de la dernière période glaciaire. À ce moment-là, toutes les sociétés humaines sur la planète sont plus ou moins sur un pied d'égalité. Tout le monde est chasseur-cueilleur. C'est notre ligne de départ commune. Le grand basculement, le truc qui a tout changé, c'est la production alimentaire. Autrement dit, l'agriculture et l'élevage. Le fait de cultiver ses propres plantes et d'élever ses propres animaux, ça a été un changement de paradigme complet. Ce n'était pas juste une nouvelle façon de se nourrir, c'était un moyen de multiplier par 10, voire par 100, la quantité d'énergie, de calories qu'on pouvait tirer d'un même lopin de terre. Et cette transition, elle a déclenché une véritable réaction en chaîne, un effet domino. L'agriculture, ça permet aux gens de s'installer, de devenir sédentaires. Du coup, on commence à produire plus de nourriture que nécessaire pour survivre au jour le jour. Ce sont les excédents alimentaires. Et ces excédents, ils libèrent une partie de la population du travail des champs. C'est là qu'apparaissent les spécialistes, les artisans, les soldats, les prêtres, les bureaucrates. Et ce sont précisément ces spécialistes qui vont développer les outils du pouvoir. Cette spécialisation a donc directement donné naissance à ce que Diamond appelle les agents de la conquête, les fameux fusils, microbes et acier. L'un des agents les plus mortels était pourtant totalement invisible, les microbes. Le fait d'élever des animaux, de vivre à leur contact, a exposé les humains à tout un tas de germes. Avec le temps, ces germes ont muté et sont devenus des maladies humaines redoutables comme la variole ou la rougeole. Ces maladies de masse ne pouvaient se propager que dans les grandes populations denses créées par l'agriculture. C'était en quelque sorte une arme biologique involontaire, mais terriblement efficace. Et pendant ce temps, les spécialistes dont on parlait, ils ne chômaient pas. Ils développaient la métallurgie pour forger des épées en acier. Ils inventaient l'écriture pour gérer les stocks et administrer des empires. Ils construisaient des navires, mettaient en place des gouvernements capables de financer des expéditions de conquête. Les fusils, l'acier, l'organisation politique, tout ça, ce sont des conséquences directes de la spécialisation permise par l'agriculture. Et ce point est absolument crucial. On imagine souvent la conquête comme une histoire de bataille et de supériorité militaire, mais la réalité, comme le souligne cette citation, c'est que les germes ont souvent été bien plus décisifs que les canons. Quand les Européens sont arrivés aux Amériques, les maladies qu'ils ont apportées ont décimé jusqu'à 95% des populations indigènes bien avant que les premières grandes batailles aient lieu.
D'accord, on a compris, l'agriculture, c'est la clé de tout. Mais ça nous amène à la question fondamentale. Pourquoi est-ce que ça a démarré si tôt et si fort en Eurasie et pas ailleurs? Eh bien, la réponse finale, la cause des causes, elle est littéralement sous nos pieds. C'est la géographie. Regardez un peu ce graphique. C'est sans appel. L'Eurasie a commencé la partie avec un avantage écologique absolument écrasant. Sur les 14 espèces de grands mammifères qui ont été domestiquées dans le monde avant le XXe siècle, 13 venaient d'Eurasie. Les Amériques, une seule, le lama. L'Afrique subsaharienne et l'Australie, zéro. Sans animaux de trait, sans source majeure de protéines animales et, surtout, sans cette fabrique à microbes, les autres continents partaient avec un énorme handicap. Mais pourquoi si peu d'animaux sont-ils domesticables au fond? Diamond utilise une analogie géniale tirée de la littérature, le principe d'Anna Karénine. Pour qu'un animal soit domesticable, il faut que tout un tas de conditions soient réunies. Il doit avoir un régime alimentaire simple, grandir vite, avoir un bon caractère, accepter de se reproduire en captivité. Le zèbre, par exemple, semble parfait, mais son tempérament agressif le rend impossible à domestiquer. Le moindre défaut est rédhibitoire. Et puis il y a le dernier avantage géographique, et c'est peut-être le plus décisif de tous, l'orientation des continents. L'Eurasie s'étend principalement d'est en ouest. Ça veut dire qu'une plante ou un animal domestiqué au Moyen-Orient pouvait se propager facilement sur des milliers de kilomètres, le long de latitudes similaires, avec des climats comparables. À l'inverse, les Amériques et l'Afrique ont un axe nord-sud. Passer de la jungle équatoriale aux zones tempérées, c'est une barrière écologique énorme qui a incroyablement ralenti la diffusion de l'agriculture et des innovations. Voilà, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on peut les assembler pour voir l'image d'ensemble. On va retracer toute cette chaîne de causalité qui a dessiné les grandes lignes de notre histoire. Donc, si on résume toute la séquence, à la base de tout, il y a la chance géographique. Cette chance a permis le développement précoce de l'agriculture. Cette agriculture a mené à des sociétés denses, sédentaires et complexes. Et ces sociétés ont ensuite développé les outils de la conquête, les microbes, l'acier, les fusils et l'écriture. Le résultat final, c'est cette répartition profondément inégale du pouvoir qu'on observe à travers l'histoire. La conclusion de Diamond est finalement assez optimiste pour notre compréhension du passé. Elle nous dit que l'histoire, ce n'est pas juste un chaos d'événements aléatoires. Non, on peut y déceler des schémas, comprendre des chaînes de cause à effet, presque comme dans une science. Et chercher à comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi, c'est une quête passionnante. Et tout cela nous laisse avec une dernière pensée. Les cartes du destin du monde ont été distribuées il y a des milliers d'années, en grande partie par la géographie. Même aujourd'hui, dans notre monde globalisé, la lourde main de ce passé lointain pèse encore sur nous. On peut se demander dans quelle mesure les inégalités d'aujourd'hui ne sont que l'écho de cette loterie géographique. La question, en tout cas, reste ouverte.